Bonjour à tous et bienvenue dans cet enregistrement où je vais vous parler en fait de 22 techniques qui vont vous aider à mieux vendre et en tout cas peut-être à faire la différence lors de vos prochains rendez-vous avec vos prospects. Alors, j'ai écrit cet article sur le blog de Touch and Sell. Touch and Sell, en fait, c'est tout simplement une application qui permet en fait de faire des présentations commerciales, en particulier dans le B2B, qui permettent vraiment d'être beaucoup plus efficaces. Et justement, certes, c'est bien d'avoir une présentation commerciale qui cartonne, mais parfois il faut utiliser des petites astuces qui vont vous permettre de décrocher une vente. Ça permet de forcer le destin, de pouvoir un petit peu avoir une différence par rapport aux concurrents. Je vous donne une anecdote, en fait, je me suis vraiment intéressé à ça depuis vraiment très longtemps, puisque pour la petite histoire, j'ai utilisé cette technique-là une fois avec un énorme succès qui a un impact important dans ma vie. C'était lorsque j'avais 17 ans, en fait, je passais mon bac de français. En fait, je m'étais un petit peu planté à l'écrit, hein, j'avais fait un truc un peu n'importe quoi. Je m'étais vraiment payé un méga carton, mais vraiment une très mauvaise note, qui comptait coefficient 2. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, merde, il reste l'oral pour rattraper. Et donc, je voulais absolument être interrogé sur des œuvres que je connaissais vraiment bien. Et donc, en fait, je me suis dit, merde, comment je vais faire? Et tout simplement, quand je suis arrivé dans la salle d'examen, j'avais tout préparé un petit stratagème. C'est-à-dire que j'avais ma pile de livres sur moi, et tout en haut, juste au-dessus, j'avais choisi un livre qui était L'ami retrouvé de Fred Ullman. Et tout simplement, en fait, quand je suis arrivé au bureau, j'ai posé mes livres et tac, comme par hasard, en fait, le livre, L'ami retrouvé, est tombé dans les mains, quasiment dans les mains en fait d'un des professeurs qui était là en train de faire l'examen. Et bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Le professeur l'a pris, l'a remis sur la pile, et ils ont discuté tous les deux, et ils m'ont dit, bon alors, quel livre vous souhaitez être interrogé? Je dis, celui que vous voulez. Ils m'ont dit, tiens, allez, prenons celui-là, et bien entendu, c'était L'ami retrouvé de Fadulman, et donc forcément, j'ai eu une très bonne note qui a permis de rattraper une bonne partie de mon retard avec avec la partie écrite où je m'étais vraiment planté. Donc voilà, donc je vais vous expliquer des petites techniques qui consistent pas à faire ça, vous n'allez pas aller faire cette petite blague avec un rendez-vous prospect, mais des astuces qui vont être assez efficaces, qui vont vous permettre parfois d'orienter un peu les choix de vos prospects. Et j'espère en fait que ces petits plus vous aideront à décrocher votre prochaine affaire. Alors donc avant en fait de commencer, il faut rendre à César ce que l'on doit à César. J'ai tiré pas mal de ces petites idées de plusieurs ouvrages. Le premier en fait c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Personnellement, je pense que c'est vraiment l'un des livres les plus importants en termes de manipulation, d'influence, de technique de vente. Et il a écrit un dernier livre il y a à peine quelques mois de cela, qui s'appelle Persuasion. C'est avant de persuader, on fait sa vente entre guillemets avant de faire sa vente, en tout cas avant de faire son discours commercial. Donc c'est vraiment des livres pour moi fondateurs qu'il faut absolument lire lorsqu'on veut travailler dans la vente ou que l'on veut travailler dans le marketing. Alors, Influence et manipulation est un livre qui est assez ancien. Je pense qu'il date des années 80. Il a été refait une fois ou deux, mais ça reste comme des exemples un petit peu anciens. C'est un livre qui est un petit peu ardu à lire, hein. Moi je peux vous assurer que j'ai mis un petit peu de temps à le lire parce qu'en fait c'est pas qu'il est hyper technique, mais bon, il y a pas mal de verbiage, mais vraiment c'est un bouquin qu'il faut se forcer à lire et qui est vraiment très 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 important, puisque ça vous explique vraiment les 6 piliers de l'influence et de la manipulation qui sont vraiment très intéressants. Le deuxième livre qui est un peu moins intéressant selon moi, hein, c'est Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est donc un livre de Robert Joule, Joule. Donc en fait, je trouve qu'il est moins bien, mais bon, c'est quand même un bouquin où on apprend des choses assez intéressantes. Et il y a un petit bouquin aussi, je crois qu'il existe aux éditions First. C'est un petit bouquin qui coûte à peu près 2 euros. C'est un bouquin vraiment qui fait la taille de la paume d'une main. C'est dans une collection, collection de micro-livres qui résume les grands principes d'influence et manipulation. Donc si vous pensez qu'influence et manipulation est un petit peu trop ardu pour vous, lisez ce petit bouquin, vous le trouvez à l'édition First, c'est le guide des manipulateurs ou un truc comme ça, et vous verrez, ça peut être quelque chose qui peut être vraiment intéressant à utiliser. Alors toutes ces stratégies sont intéressantes parce qu'en fait elles ont été testées et souvent de manière scientifique avec des pourcentages par Robert Cialdini et d'autres personnes. Donc en fait vous avez vraiment une base, c'est pas que de l'intuition, c'est vraiment de la réalité. Voilà. Après, c'est vrai que ces techniques de persuasion, vous les voyez partout et tous les jours autour de nous sans qu'on le sache. Par exemple,
si vous allez faire vos courses, vous vous rendez compte en fait qu'il y a toujours une petite musique dans les supermarchés. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand vous êtes dans une période de rush pour le magasin, par exemple le samedi, vous allez voir que la musique va être assez speed. Parce que tout simplement, s'ils mettent une musique un petit peu rythmée, ça va inciter les gens à marcher plus vite, à faire leurs courses plus vite, et donc en fait, ça va faire moins de queue en fait dans le magasin. Par contre, si vous faites vos courses, on va dire le mardi après-midi à 14h15, et bien tout simplement vous êtes dans une zone creuse, et là vous allez avoir une musique beaucoup plus zen parce que ça va inciter les gens à se balader un peu plus dans les rayons, à prendre leur temps et tout ça. Donc voilà, autrement dans les magasins, souvent les gens qui savent pas se demandent mais pourquoi en fait ils mettent le rayon beauté ou le rayon casserole ou le rayon petit électroménager sur la droite en rentrant. Et bien tout simplement parce que c'est un réflexe naturel, la majorité des gens en fait sont droitiers hein, et pas gauchers, et donc ils ont un réflexe normal d'aller à droite en entrant. Et tout simplement, donc, avant de faire ses courses, on va déjà aller mettre les produits qu'on a du mal à vendre de manière naturelle à l'endroit où les gens ont l'habitude d'aller. Et deuxième chose, en fait, tout simplement, à l'entrée du magasin, ce qui se passe, c'est que les gens sont beaucoup plus tentés par de l'achat d'impulsion que lorsqu'ils ont déjà fait la trois quarts de leur course, qu'ils ont pris des trucs obligatoires, qu'ils n'ont plus d'argent et qu'ils se retrouvent en fait à se dire non, de toute façon j'ai déjà trop dépensé, j'ai plus de place dans le caddie, voilà. Donc c'est pour ça en fait, c'est tout simplement parce que les gens ont le réflexe d'aller à droite et que avant que vous ayez dépensé votre argent, vous allez vous céder au petit achat d'impulsion. Voilà. Autrement, il y a également des choses que je voulais vous présenter dans cet article-là et cet enregistrement. C'est en fait, il y a des mécanismes en fait qui permettent en fait de déjouer tout ça. Parce qu'en fait, il faut une fois qu'on connaît des mécaniques de persuasion, en fait, le meilleur moyen de déjouer ces techniques de manipulation, c'est les renvoyer à la figure de la personne qui les utilise. Donc là, je vais vous montrer les techniques, mais si vous êtes victime, vous allez voir un petit peu ce qu'il faut faire pour dire non, attendez, vous essayez de manipuler, ce que vous essayez de me faire, c'est vous voulez que j'achète ou quoi. Donc en fait, le meilleur moyen de déjouer un manipulateur, c'est de lui renvoyer sa manipulation à la gueule. Voilà, tout simplement. Et le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que tout simplement, toutes ces techniques d'influence et de manipulation que je vous ai données là, en fait, ne sont intéressantes que si elles sont là pour aider le client. En effet, il y a Robert Cialdini, dans son livre Persuasion, donc c'est le tome 2, on va dire d'influence et manipulation, a fait une étude et a indiqué que tout simplement, les entreprises qui utilisaient des techniques de manipulation pour arnaquer le client avaient une croissance moindre et surtout une rentabilité qui était moins bonne. Tout simplement parce qu'ils avaient un bouche-à-oreille négatif, mais aussi parce que les employés qui avaient l'habitude d'arnaquer les clients n'hésitez pas à arnaquer aussi l'entreprise avec des techniques de licenciement, avec des manipulations pour en faire moins possible, etc., etc. Donc en fait, il faut se dire que toutes les techniques d'influence, si elles sont utilisées à bon escient, ça peut, c'est intéressant de le faire, mais si c'est dans un esprit de manipulation pour faire quelque chose à quelqu'un qui ne le veut pas faire, à ce moment-là, vous risquez en fait de vous desservir vous-même. Voilà. Alors on est parti pour ces 22 techniques. Hein. Alors la première technique, le plus simple, alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve partout, c'est le petit cadeau. En fait, il y a un mécanisme qui est dans toutes les sociétés, dans le monde entier, c'est celui de la réciprocité. C'est-à-dire que si quelqu'un vous donne quelque chose, vous allez devenir redevable. Redevable, ça veut dire en fait que vous allez devoir redonner quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes même pas obligé de donner un cadeau important pour rendre la personne redevable. Il suffit de lui offrir un petit gadget, par exemple un simple café, pour que la personne se sente un petit peu obligée de vous faire aussi un geste en échange. Donc vraiment, c'est le petit truc, c'est vous dire, voilà, vous devez absolument avoir en mémoire que le petit cadeau, c'est quelque chose que vous devez faire. Par exemple, un exemple les plus courants, c'est les échantillons gratuits. Vous allez en grande surface, en grande distribution, n'importe quoi, vous avez ces démonstrateurs qui sont à l'entrée des magasins, qui proposent de goûter à un morceau d'ananas, un petit saucisson, etc. Et si vous cédez, si vous acceptez, qu'est-ce qui se passe ? Quasi systématiquement, vous allez acheter un produit alors que vous n'aviez pas du tout l'intention d'acheter et vous n'en aviez pas forcément besoin. Donc faites attention à ça. D'ailleurs, le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est de dire non, j'ai pas besoin de votre échantillon. Voilà, je vous explique moi la technique de défense. Alors comment en fait on va l'appliquer à la vente et à la prospection ? Tout simplement, vous allez préparer un kit prospect.
c'est moi ce que je fais en fait à chaque fois que je vais dans un rendez-vous prospect qui est important. Je prépare un pack avec donc bien sûr notre doc, mais également un crayon, mais également un bloc de post-it, etc., etc. Et tout simplement, on les remet au départ lors des premières visites. Et vous verrez tout simplement que les prospects sont obligés après de vous renvoyer un peu l'ascenseur. Souvent c'est ce qu'appelait mon collègue Iliane le quart d'heure du patron. C'est-à-dire qu'en quittant la réunion, vous discutez un petit peu de manière informelle et c'est là en fait que les gens vont vous raconter un petit peu des choses off parce qu'ils sont plus sur la défensive et en ayant établi un petit peu cette notion de proximité en offrant le petit cadeau, les gens vont vraiment vous raconter des trucs qu'ils n'auraient pas raconté comme ça naturellement. Voilà. Donc deux choses, hein, le cadeau et le quart d'heure du patron, hein, réservez toujours un petit peu le retour vers le hall d'accueil ou quand vous dites voilà, vous me raccompagnez jusqu'à l'entrée, des choses comme ça. En fait, tout simplement, c'est le moment où là, vous allez avoir le moyen d'obtenir quelques informations. Voilà. Deuxième technique, la sympathie. En fait, c'est ce que Robert Cialdini, je crois, appelle le gentil voleur. Tout simplement, le principe, c'est de s'attirer la sympathie du prospect. Le plus souvent, en fait, c'est via le cadeau, comme vu précédemment, hein, mais c'est également en étant sympa. C'est un système qui est très proche de la redevabilité, mais qui mise vraiment plus sur la personnalité. On se souviendra toujours de Johnny Hallyday et son chirurgien là qui lui avait un petit peu explosé le dos, ou en tout cas qui a fait une opération qui s'était pas très bien passée. Et il y avait en fait en interrogation des clients à lui, des gens qui avaient été opérés, qui n'avaient pas eu de soucis, et donc d'autres qui avaient eu des problèmes. Et il y avait des gens qui disaient ouais, ah oui, mais j'aime bien ce chirurgien, il est plutôt sympa, il est plutôt marrant et tout ça. Mais en fait, c'est tout à fait cette technique-là. C'est la technique du gentil voleur. Et tout simplement, être gentil et sympa, ça permet en fait de faire en sorte que les gens vous aiment bien, vous apprécient. Par exemple, un gentil voleur, moi je le vois tout le temps, à chaque fois que vous avez en fait la visite d'un appartement avec un agent immobilier, un bon agent immobilier aura avec lui un petit goodies et vous offrira par exemple un porte-clés en vous disant ça sera peut-être celui que vous utiliserez pour accrocher les clés de votre prochain appartement. Et en fait donc bien sûr vous avez l'aspect persuasion avec le petit cadeau, mais en plus en fait vous avez le vendeur qui devient un petit peu sympathique parce que tout simplement il est sympa avec vous, il a été sympa, il va raconter des blagues, il vous a peut-être emmené en voiture pour aller au truc, et voilà, en fait c'est donner la confiance. Et vous avez également une technique qui fonctionne vraiment bien, c'est bon allez, parce que c'est vous et que vous ressemblez à ma fille ou à mon fils, je vous fais encore 5% de réduction si vous commandez tout de suite. Voilà. Et en fait, tout simplement, c'est la fameuse technique, allez, vous mettre sympathique, vous me paraissez sympa, je vous fais ci, je fais ça. Donc le principe qui sera appliqué à la vente, tout simplement, c'est de respecter un fondamental, c'est tout simplement sourire, être content, être bien habillé, être sympathique avec la personne, s'intéresser à eux. Ça paraît vraiment peu de choses, et ça c'est vraiment important. On n'est pas là pour être hautain, on n'est pas là pour être froid, au contraire. Il faut essayer d'établir un lien de sympathie. Il n'y a pas très longtemps, j'avais un rendez-vous avec un très gros cabinet de consulting à la Défense. Et donc on était un petit peu en avance, et puis là j'ai commencé un petit peu à discuter avec une des personnes qui était là, bah alors vous faites quoi, vous arrivez depuis combien de temps, blabla, blablabla, bla, et puis il nous a raconté un petit peu son parcours et tout ça, et puis en fait, je dis pas qu'on est devenu potes, mais voilà, on a discuté de manière un peu plus informelle. Par exemple, l'accroche que j'avais trouvée, c'est, bah tiens, votre café il est à 15 centimes, ah bah votre entreprise vous soigne bien, parce que un des moyens de distinguer une entreprise qui fait attention à ses collaborateurs et ceux qui sont au contraire là pour faire le minimum vital, c'est le prix du café. Puisqu'en fait quand on loue une machine à café, il y a plusieurs possibilités. Soit en fait vous avez zéro marge et tout simplement c'est l'entreprise qui prend en compte tous les frais de la machine, etc. et votre café il est à 15 centimes. Soit en fait vous êtes à peu près à 30 centimes et à ce moment-là il y a une égalité. Soit en fait c'est plus de 30 centimes et à ce moment-là c'est la boîte qui fait de l'argent sur votre café. Donc c'est pour vous montrer un petit peu le niveau des entreprises. Et tout simplement là on a discuté de ça avec la personne, on a rigolé un peu, on a parlé un peu d'elle, etc. Et finalement, je ne savais pas qu'on est devenus amis, mais elle nous a donné quand même quelques petites informations assez sympas. Voilà. La sympathie passe également par des démonstrations amusantes. Si le prospect est d'humeur, bien entendu, hein, vous pouvez un petit peu raconter des blagues, faire des jeux de mots dans votre démonstration, mettre des personnages de films et tout ça. C'est assez marrant parce que ça permet justement de rendre sympathique la personne. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Il y a également l'orientation de choix où il y a des expressions. Par exemple, il y a une expression qui est très
très souvent utilisé, vous êtes libre de. En fait, en français, chaque mot a un sens, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui déclenchent un certain nombre d'actions. Le phénomène vous êtes libre de, en fait, ne fait pas que le client est libre, mais au contraire, l'oriente en fait dans une action, et non pas dans l'inaction. Par exemple, vous êtes libre de commander maintenant avec le produit avec la promotion, ou d'attendre, mais si j'étais vous, j'en profiterais tout de suite. Voilà. Bonjour, ça m'arrangerait beaucoup si vous aviez une petite pièce pour me dépanner, mais vous êtes libre de me la donner ou pas. Ça, en fait, c'est une technique en fait qui devrait être utilisée par toutes les personnes qui font la manche, tout simplement parce que la reformulation de vous êtes libre de me donner une pièce ou pas permet de donner, de faire passer les dons de 10% à 40%. Donc vous voyez, c'est pas négligeable. Vous imaginez 4 fois plus d'argent qui serait récolté en faisant la manche avec cette phrase-là. Donc bien entendu, on peut l'appliquer à la vente. Lorsque vous avez un prospect qui est un peu hésitant, vous dites voilà, vous êtes libre de choisir, mais moi à votre place, je ferais plutôt ça. Donc en fait, voilà, on oriente le choix. Alors, le quatrième point qui est, alors c'est mon préféré, c'est le plus fort et c'est le plus facile à utiliser. C'est le mot parce que. Vraiment, c'est vraiment un des mots les plus puissants en persuasion. En fait, il y a une expérience qui a été menée par les équipes de Robert Cialdini sur le mot parce que. En fait, ils ont fait un test en faisant en fait la queue pour faire des photocopies. Et en fait, ils ont testé plusieurs manières de demander à passer devant les gens dans la queue du photocopieur. Le scénario 1, c'était excusez-moi, j'ai 5 pages, puis-je utiliser la photocopieuse. Le résultat, c'était que 60% des gens laissaient passer la personne devant. Scénario numéro 2, ils ont dit excusez-moi, j'ai 5 pages, puis-je utiliser la photocopieuse parce que je suis pressé. Résultat, 94% des gens ont accepté que la personne passe devant. Donc vous voyez déjà, c'est quasiment, on était à 60, on passe à 94, donc plus de 30 points, donc ça fait quasiment la moitié plus quoi. Et après ils ont fait comme une vérification. Est-ce que c'était le fait que la personne soit pressée, qu'elle laisse passer les gens devant? Et donc ils ont demandé, excusez-moi, j'ai 5 pages, puis-je utiliser la photocopieuse parce que je dois faire des photocopies. Donc là on a juste dit parce que je dois faire des photocopies, il n'y a aucun justificatif, et bien à ce moment-là, l'acceptation de faire passer la personne devant est passée à 93%. Donc quasiment autant que si l'on demandait un prétexte parce que je suis pressé, parce que ceci, parce que cela. Donc l'exemple c'est tout simplement de se dire que parce que dans la plupart des conversations permet d'obtenir un accord de vos interlocuteurs. Moi j'utilise par exemple dans les mails, j'utilise dans les conversations, etc. etc. Quand j'ai envie en fait d'influencer une personne à accepter mon choix, j'utilise le mot parce que. Donc application à vos ventes, utilisez vraiment, bon bien sûr, pas non plus de manière complètement dingue à utiliser tout le temps parce que, mais utilisez-le pour savoir un petit peu pour comment vous allez influencer une demande et la faire passer en fait plus facilement. Alors le cinquième point, c'est ce que j'appelle moi le faux choix ou le choix forcé. En fait, le principe c'est d'obliger la personne à choisir en orientant, enfin de forcer sa décision. Un choix peut être faussé par exemple en proposant 2 offres, une qui est intéressante et une qui est inintéressante. Souvent en fait ça se retrouve via le faux choix en 3 parties, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une partie, vous avez un produit low cost, vous avez un produit qui est indiqué meilleur choix, et vous avez un produit qui est premium, mais en fait qui a juste une ou 2 fonctionnalités en plus qui ne sont pas vraiment intéressantes. Et bien en fait ce principe-là est fait tout simplement pour vous inciter à choisir le produit du milieu et pas le produit cher. Bon, on ne sait jamais, il y a des gens qui peuvent l'acheter, et en tout cas le produit qui est pas cher. Donc en fait on va tout simplement orienter les choses. On peut également l'orienter avec en forçant les gens à répondre par oui ou non. Par exemple, au lieu de dire bon ben voilà, quand est-ce qu'on se revoit pour un prochain rendez-vous, et bien tout simplement moi j'ai tendance à dire merci pour ce rendez-vous, je vous propose peut-être de fixer un rendez-vous. Moi je suis disponible jeudi à 10h ou vendredi à 13h. Lequel en fait vous conviendrait le mieux? Et là en fait vous allez forcer la personne à remplir le choix entre oui le jeudi ou oui le vendredi. Donc en fait vous avez un peu coincé la personne. Au lieu de lui laisser le choix d'accepter ou de refuser un rendez-vous, vous allez tout simplement changer cette proposition en lui proposant soit un rendez-vous le jeudi, soit le vendredi. Donc la personne elle peut bien sûr se dire bah non c'est trop tôt, mais vous avez un petit peu un moyen de forcer les indécis à avoir ce deuxième rendez-vous.
Donc lors de vos prochains rendez-vous, apprenez vraiment à verrouiller les prochaines étapes de la vente en proposant ce fameux faux choix. Vous pouvez par exemple aussi proposer le faux choix, comme je vous disais, entre trois produits. Voilà. Le sixième point, c'est l'argument statistique. Alors l'argument statistique, tout le monde l'emploie. La théorie est vraiment très simple, c'est mettre en avant une statistique dans un argumentaire pour le rendre un peu plus crédible. En fait, il faut tout simplement avoir un chiffre qui est pas trop précis et qui permet à la personne d'avoir une assertion, hein, dire qu'il y a quelque chose qui est vrai, sans que la personne puisse vraiment le remettre en cause. Parce qu'il ne faut pas non plus mettre trop en cause et avoir un chiffre qui est complètement dingue, parce que la personne vous dire mais vous êtes sûr, qu'est-ce que c'est que ce chiffre, etc. Donc en fait ce qu'il faut dire c'est tout simplement voilà 80% de nos clients prennent ce produit, c'est celui que nous vendons le plus, ou alors généralement on est 20% moins cher que nos concurrents, ou alors on est 2 fois plus rapide à être déployé. Alors qu'est-ce qui le prouve? Rien. En fait, vous avez juste la bonne parole de la personne. Donc en fait, ça, utiliser des statistiques permet de rendre en fait beaucoup plus crédible parce qu'en fait, vous avez toujours des gens qui sont vraiment séduits par l'aspect rationnel, donc des chiffres, et l'aspect émotionnel, qui est en fait les sentiments. Donc en mettant des sentiments et des chiffres dans un argumentaire, tout de suite, en fait, vous êtes beaucoup plus efficace et vous adressez aux deux types de mentalités. Donc dans la vente, qu'est-ce que l'on fait? Tout simplement, l'idéal, c'est de mettre en place des enquêtes auprès de vos clients, par exemple un NPS, un taux de satisfaction, une étude sur le temps de déploiement, etc. Et ou éventuellement analyser vos chiffres de vente. Et en fait, tout simplement, vous allez mettre en avant les chiffres de ces études. Si vous n'avez pas en fait de chiffres d'études vraiment visibles, tout simplement vous commencez par un premier chiffre. Voilà, il y a une étude qui est parue, je sais pas, par Gartner Group ou je ne sais quoi, qui montre que ceci, cela, et après vous allez mettre en avant votre propre chiffre, et qui en fait vous aurez eu la crédibilité du cabinet de consulting, et ensuite vous mettez le vôtre. Voilà. Le septième point, c'est la synchronisation. La synchronisation, en fait, c'est une base de la PNL, programmation neurolinguistique. Hein. Le principe, en fait, c'est, par exemple, d'agir en miroir. Moi, je le fais assez régulièrement quand j'ai des entretiens, quand j'ai des réunions avec des clients one-to-one. Et en fait, j'essaye de mettre en miroir, c'est-à-dire que je vais prendre un petit peu la posture, le langage et tout ça. Et en fait, ça se retrouve dans la vie de tous les jours. Lorsque, par exemple, vous marchez avec quelqu'un dans la rue que vous connaissez, au bout d'un moment, vous allez vous rendre que vous êtes synchronisé. Vous allez vous rendre compte que vous marchez exactement au même pas, comme à l'armée. Et en fait, c'est une synchronisation. Donc, vous allez marcher en cadence. Donc l'application à la vente, elle est très simple. Lors de prochains rendez-vous que vous avez avec un prospect, jouez un petit peu les caméléons. Si la personne croise des bras, si la personne se met dans un sens, etc. Jouez un petit peu la même posture, mais attention. Ne soyez pas non plus trop concentré là-dessus parce que une fois ça m'est arrivé en essayant de faire un petit peu le miroir, etc. Et bien tout simplement j'avais un petit peu oublié ce que disait la personne. Donc il faut pas trop être synchro. Voilà. Il faut pratiquer l'écoute active, c'est-à-dire qu'on va écouter la personne, on va prendre des notes et tout ça, et pas faire que du miroir. Le huitième point, c'est le point commun. Alors ça c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement. Le point commun et la similarité, c'est tout simplement un moyen de nouer des relations personnelles avec une personne, c'est trouver un point commun. En fait, nous sommes toujours conditionnés, les êtres humains, à aimer ce qui nous ressemble. Par exemple, si vous êtes parti à l'étranger, vous savez très bien que les Français, entre Français, on se serre les coudes, on se dit bah oui vous êtes Français aussi, ah c'est sympa, etc. Parfois vous allez vous lier entre guillemets d'amitié pendant le durée d'un voyage avec des gens avec qui vous n'aurez jamais eu l'idée de sortir, de faire la fête et n'importe quoi, parce que tout simplement en fait vous vous êtes retrouvé avec eux, puis c'était des Français, et puis voilà ceci, cela. Donc en fait tout simplement dans la vie de tous les jours c'est la même chose, lorsque l'on vient de la même ville, la même région, qu'on a étudié aux mêmes endroits, qu'on soutient la même équipe de foot, etc. Donc en fait ça c'est des moyens qui permettent en fait d'avoir cet aspect soutien et cet aspect point commun. À la vente, en fait, tout simplement, il y a d'autres applications. C'est tout simplement avant d'aller faire un tour et aller rencontrer un prospect, et bien tout simplement, vous allez sur LinkedIn, éventuellement Twitter, Facebook, etc. Et vous essayez de trouver un point commun avec votre contact. Ça peut être une passion, ça peut être une ville, ça peut être ceci, ça peut être cela. Mais pourquoi pas, et ce qui est le plus efficace, c'est trouver un contact commun qui peut vous recommander ou vous pouvez avoir une introduction de sa part, dire ah d'ailleurs vous avez le bonjour de telle personne. Le neuvième point, c'est les 4 à la suite. En fait, c'est ce qu'on appelle les 3 oui, ou 4 yes, yes 7. C'est tout simplement en fait une technique qui consiste à obtenir 3 ou 4 oui
d'affilée avec des demandes vraiment très simples pour ensuite faire accepter une demande complexe. C'est vraiment une application concrète et pratique du principe de la cohérence qui est présenté en fait dans le livre de Robert Cialdini et qui nous incite en fait à communiquer et à continuer sur une démarche positive parce qu'en fait on s'est engagé à dire oui, 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 et bien en fait on peut pas dire non comme ça parce que si on a dit oui à ça, oui à ça, oui à ça, bah finalement bah oui, d'accord, on y va quoi. Voilà. Donc le principe c'est prolonger la série de oui. Généralement, on commence par 3 questions simples. La couleur vous plaît, la taille vous plaît, et la forme, ça vous plaît aussi? Bah alors c'est parfait. Est-ce que vous voulez payer maintenant votre produit en carte ou en liquide? Voilà. Et donc tout simplement, bah, en vente c'est pareil. Vous allez utiliser comme ça cette technique-là en face d'un client indécis en disant bon, d'accord, donc on est d'accord que vous avez vu ça, ça correspond bien à votre critère, votre budget, tout ça. Bah ok. Alors ça vous va? On y va? On va passer commande? Je vous accompagne. Et voilà. Et tac, vous allez passer à la vente. Alors le 10e point, c'est l'ancrage d'un prix délirant. Alors ça, c'est une technique que j'ai appris de Robert Cialdini qui permet en fait de faire accepter un prix parce que souvent en fait il y a l'argument c'est trop cher. Et en fait le principe c'est de préparer le client en amont du prix en lui annonçant un prix vraiment totalement délirant à ce que vous allez lui facturer. Par exemple en fait vous allez présenter un prix, voilà, je vous rassure, ce produit ne coûte pas 10 000 euros, le prix est bien plus raisonnable. Et après vous dites voilà, le prix finalement c'est de 1000 euros. En fait le but c'est de parler d'un prix qui est vraiment très très important, la personne va dire non mais c'est pas possible, je pourrais jamais mettre ce prix là, et après lui mettre un prix qui est beaucoup plus raisonnable et le mec se dit ah, ouf, ah ouais donc c'est pas ce prix là, ah donc alors ouais ça va mieux. Donc en fait c'est vraiment une technique qu'il faut utiliser systématiquement si vous avez peur d'être challengé sur le prix et que vous n'avez pas de concurrents parce que bah forcément si vous avez des concurrents qui sont en face et que la personne peut comparer, c'est pas aussi efficace. Mais si la personne n'a pas encore vu beaucoup de prospects ou qu'elle a vu un certain nombre de personnes et que vous avez des offres qui sont différentes ou que vous avez réussi à vous différencier, bah c'est une technique qui est vraiment très intéressante. Utilisez-la systématiquement si vous avez eu au moins 2-3 fois lors de vos derniers rendez-vous prospects l'argument c'est cher. Voilà. Alors le 11e point, c'est l'étiquetage. L'étiquetage en fait, c'est d'attribuer en fait à une personne une qualité ou une étiquette valorisante. Par exemple, vous aimez l'innovation, hein, vous êtes quelqu'un qui apprécie les belles voitures, etc., etc. Vous êtes quelqu'un qui apprécie les belles voitures, bah, tout simplement c'est un garagiste ou un vendeur de voitures qui va vous dire ça, et qui va vous présenter. Regardez, voyez une voiture qui va vous plaire. C'est vraiment racé, c'est vraiment des lignes pures. Je suis sûr que vous allez apprécier parce que vous me semblez avoir du bon goût. Je vois votre voiture actuellement, puis je vois la coupe de vos vêtements, blablabla. Enfin, vous voyez le truc quoi. Donc en fait, il faut ensuite valoriser la personne donc, et lui proposer un produit qui soit en rapport avec cette caractéristique. Bah, vous le voyez tous les jours, tous les jours. Moi je le vois tous les jours au bureau. C'est des gens qui viennent me voir, qui me disent hey, toi qui es bon en informatique, est-ce que tu pourrais m'aider avec ça avec mon PC? Donc voilà, c'est un système d'ancrage, valoriser un peu la personne et ensuite dire bah tiens, est-ce que tu pourrais m'aider à faire ceci? Voilà. Donc pareil au niveau de la vente, hein, c'est les gens qui disent bon, vous semblez être une personne qui aime l'innovation et justement j'ai un produit innovant qui a justement été conçu par les personnes comme vous qui aiment vraiment mettre en place de nouvelles choses et vraiment innover dans l'entreprise. Donc l'application concrète, hein, c'est tout simplement détecter lors de la phase d'écoute avec le prospect une caractéristique du prospect qu'on va pouvoir réutiliser et que vous allez pouvoir en fait l'associer à votre produit. Si le client dit qu'il cherche à innover, vous dites voilà que c'est un produit innovant. Si c'est un produit qui est pas cher, et bien tout simplement vous dites voilà c'est un des produits qui vous permettra de faire des économies, blablabla. Voilà. Le 12e point, c'est le principe de la cohérence. Le principe de la cohérence est très simple. C'est un petit peu comme le yes set de tout à l'heure. La cohérence permet en fait de faire en sorte qu'une personne ne va pas se déjuger. Il faut commencer par une demande simple et ensuite demander une demande complexe. En fait, c'est dans les magasins, les gens qui vous disent bah, essayez-le, voilà. Et en fait, la personne finalement va voir que le vêtement lui va bien et finalement elle va l'utiliser. C'est par exemple aussi mettre le produit dans la main du client et le faire manipuler. Vous verrez que tous les gens qui vendent des produits physiques en magasin ou dans les salons ou les choses comme ça cherchent vraiment à vous mettre le produit dans la main parce qu'une fois que vous avez le produit dans la main, c'est compliqué de se dire non, j'en veux pas, etc. C'est par exemple aussi faire essayer de voitures haut de gamme. Ça, c'est pas mal de garages qui font ça pour en fait inciter les gens à changer de bagnole et tout ça. Ils vous prêtent une voiture, mais une voiture un peu plus haut de gamme. Et vous dites ah ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal cette bagnole, etc., etc. En fait, c'est un principe de cohérence et d'ancrage qui permettent comme ça en fait de faire en sorte que les personnes sont préparées
En web marketing, c'est une technique également qui est très utilisée via les formulaires en deux temps. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez juste un bouton, on dit tiens, je veux le guide, et puis vous avez une fenêtre qui s'ouvre qui dit bah voilà, donnez votre email, et ensuite tac, vous avez une deuxième fenêtre qui permet de récupérer par exemple le numéro de téléphone ou des choses comme ça. Donc en fait, ce principe en deux temps est vraiment très fort. Par exemple, sur le blog de Nel Patel, il y a exactement ça. En fait, vous commencez par cliquer sur un bouton pour dire voilà, choisissez la date de votre web séminaire. Vous avez une petite fenêtre qui vous dit vous êtes arrivé à 50% du formulaire. Ensuite, vous choisissez votre nom, prénom, et tac, en fait, vous avez votre adresse email qui est intégrée. Et à ce moment-là, en fait, tout simplement, vous avez commencé à faire la démarche d'assister au web séminaire et ensuite il a récupéré vos coordonnées. Et grâce à ça, vous avez des taux de conversion qui sont un tout petit peu meilleurs que ceux que vous faites si vous avez uniquement un formulaire classique. Voilà. Alors, un exemple dans la vie de tous les jours, moi je l'ai vécu plusieurs fois à Paris, dans plusieurs gares, gare Montparnasse et gare Saint-Lazare. C'est la personne, encore une fois, qui fait la manche et qui vous dit est-ce que vous avez l'heure? Et ensuite qui vous dit est-ce que vous pourriez me donner 1 euro? J'ai manqué mon train, est-ce que j'aurais besoin juste d'1 euro pour acheter mon nouveau billet? Alors vous savez bien sûr que la personne vous aura menti, qu'elle est là pour récupérer du pognon, mais en fait ça marche. Au lieu de demander directement 1 euro, et bien tout simplement la personne commence par dire est-ce que vous auriez l'heure? Et vous acceptez de donner l'heure. Et dans le principe de la cohérence, après vous êtes quasi obligé de donner de l'argent. Voilà. Alors, une application à la vente, en fait, dans un emailing, une page de vente, c'est tout simplement le fait de ne jamais mettre le prix dans l'email, mais d'obliger l'internaute à cliquer sur le bouton pour en savoir plus. Mine de rien, il sera déjà passé dans une démarche d'achat, et tout simplement, vous allez avoir un meilleur taux de conversion. 13e point, demander à un client combien il est prêt à payer pour un produit. Alors en fait, c'est une technique qui n'est pas forcément facile à utiliser tout le temps, mais en fait, et qui fonctionne d'ailleurs plutôt bien quand vous avez des prix plutôt bas, ou que la personne n'a pas d'idée du prix, ou alors quand vous avez vraiment super bien valorisé, super bien pris en compte les bénéfices apportés, les économies réalisées, qui vous permet en fait d'avoir un prix imaginé par le client qui est bien supérieur à celui que vous avez que vous allez donner. Par exemple, vous avez fait tout un argumentaire sur les économies, blablabla, et vous dites voilà, je viens de vous montrer qu'avec notre produit vous êtes capable de faire 20% d'économie sur votre facture d'électricité. À votre avis, combien ça coûte ce produit? Et la personne va dire ça coûte, je sais pas, il va penser à sa facture d'électricité, 20%, allez 20% de ma facture, c'est 60 euros par mois, 60 fois 10, allez, on va dire que ça va me coûter 70 euros, allez 50 euros. Et là vous dites non, ça coûte pas 50 euros, ça coûte 25 euros. Et là la personne se dit ah ouais, waouh, c'est vachement intéressant. Voilà. Donc l'application pour la vente, tout simplement, c'est pour cette technique, c'est être capable de valoriser son produit, à la fois avec des éléments rationnels, fonctionnalité, prix, gain, économie, etc., mais également irrationnels, expertise, label et tout ça, puisqu'en fait tout ce qui est irrationnel permet de rajouter de la valeur perçue au produit sans rajouter forcément du fonctionnel, donc tout ce qui est accompagnement, témoignage client, réassurance. Et en fait, grâce à ces éléments-là, vous allez en fait tout simplement valoriser votre produit très cher, et vous allez pouvoir utiliser la phrase, bon, à votre avis, ça coûte combien tout ça? Voilà. Alors 14e technique, c'est une technique en fait que moi j'utilise très régulièrement lorsque je dois faire une négo. En fait c'est une technique qui fonctionne vraiment bien, qui permet de négocier un prix à la baisse indirectement sans vraiment remettre en cause la relation entre vous et le vendeur, et surtout en fait ça permet à des gens qui ne sont pas des bons négociateurs. Moi je ne suis pas un bon négociateur en fait, sauf quand je veux vraiment négocier quelque chose, je me suis fixé un truc en avance, etc. Là je suis bon, mais autrement quand dans la vie de tous les jours je n'avais pas négocié le prix d'un kilo de pêche en fait au marché quoi. Je m'en fous, je paye, j'ai pas envie de perdre mon temps vaut plus cher que de l'économie d'argent. Mais en fait c'est quand vous avez en fait négocié pour des trucs et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, utilisez la technique de c'est pas moi, c'est mon boss. Vraiment c'est une technique qui fonctionne très bien, parce qu'en fait ça permet tout simplement de dire je suis désolé,
moi j'aimerais bien acheter votre produit, vos produits me plaisent bien, mais mon boss m'a dit que c'était trop cher. Il voudrait que une remise sur le produit parce qu'autrement on ne pourra pas commander. Voilà. Et côté commercial, on peut exactement utiliser la même chose, en disant j'aimerais bien faire un effort pour vous sur le prix, mais mon manager ne me permet pas d'aller au-delà de 5%. Je peux vraiment vous proposer que 5%, éventuellement, bon, ça reste entre nous, je peux vous offrir un petit bonus là-dessus, mais vraiment je ne peux pas faire plus. C'est pas moi, vraiment c'est mon chef. Voilà. Donc cette technique-là fonctionne extrêmement bien. Vraiment, c'est pas moi, c'est mon chef. Vous allez utiliser comme ça très très régulièrement pour toutes les négos. En plus, c'est si vous êtes un peu, si vous êtes dans le cas d'un acheteur un peu rusé, vous pouvez obtenir comme ça en fait une deuxième remise. C'est-à-dire qu'une première remise, vous dites voilà, c'est pas moi, c'est mon boss, il voudrait ceci, cela. Puis après, vous mettez le boss dans la négo qui arrive, qui dit bon bah voilà, oui, vous avez vu machin, vous avez fait un effort, bon, vous avez fait un premier effort, c'est bien, mais pour moi ça me convient pas. Pour moi, si vous voulez vraiment qu'on fasse affaire ensemble, il faut que vous me fassiez encore une réduction. Vous fassiez une réduction. Donc vous avez eu une première réduction avec le subalterne et vous avez eu une seconde réduction qui a été demandée par le boss. Donc en fait c'est une technique très intéressante qui permet de négocier deux fois au lieu d'avoir juste une seule négo. Voilà. Donc vraiment se défausser sur le manager, c'est vraiment hyper intéressant. Et du point de vue du vendeur, ça permet aussi de défendre un prix. Ça permet de se défausser en fait sur son manager et de, entre guillemets, pas accepter trop vite une remise commerciale. Voilà. Alors j'ai le même à la maison. Alors ça, le j'ai le même à la maison, c'est un truc qui permet de convaincre souvent les prospects qui sont un peu indécis. Vous allez tout simplement lui prouver que c'est un bon produit en lui disant que on l'utilise aussi. En B2B, nous, on le dit, nous l'utilisons en interne. C'est notre produit que nous utilisons pour nos propres enquêtes, pour ceci, pour cela. Et en fait, ça montre que finalement, si vous l'utilisez, c'est que c'est un bon produit, que vous êtes capable de le faire évoluer. Voilà. Si vous vous souvenez en fait des inconnus, ils ont un sketch où ils font en fait une caricature du vendeur de Darty où justement il use et il abuse de ce j'ai le même à la maison. Donc l'application à la vente est très simple. L'usage interne en fait de vos produits, c'est ce qui permet de rassurer un prospect. Si vous n'utilisez pas en interne vos produits, il faut expliquer pourquoi. Par exemple, vous avez trop peu de clients pour votre set solution, vous êtes une petite structure, etc., etc. Ou alors, moi ce que j'utilise en fait régulièrement, c'est tout simplement présenter un exemple proche de vous. Alors c'est un proche, ça doit être quelqu'un en fait qui est proche émotionnellement. Par exemple, ça peut être votre ancienne société, la société de votre frère, de votre sœur, etc., etc., de votre voisin. En fait, ça vous permet tout simplement d'avoir une proximité géographique et relationnelle qui permet de prouver que vous ne vendriez pas ce produit à n'importe qui. Voilà. Alors, le 16e outil de persuasion, c'est la petite histoire. Alors cette fameuse petite histoire fonctionne souvent très très bien, c'est le storytelling, hein. C'est une des manières de faire passer un message en raconter une histoire. Puisque depuis notre enfance, on est vraiment conditionné pour écouter des belles histoires, des contes, des fables et tout ça. Et en fait, dans la vie adulte, finalement, tout ce conditionnement qu'on a eu pendant des années revient et tout simplement, ça permet de donner une vie et beaucoup plus de texture, beaucoup plus de crédibilité à un argumentaire ou à un produit. Tout simplement, on va lui raconter par exemple l'histoire d'un prospect qui avait le même problème que le client et qui tout simplement a résolu son problème grâce à vous. Et bien sûr, pour que ça marche bien, il faut que ça soit bien enrichi. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire j'ai un prospect il y a 3 semaines qui a acheté ça et il était content. Non, vous allez dire ça me rappelle le cas de Monsieur Martin, il est repassé nous voir justement il y a 3 semaines, ça me rappelle votre situation, il était comme vous. Vous voyez, Monsieur Martin, il avait 4 fils et 2 frères et 2 sœurs, et puis donc il avait ça comme problème, et puis il avait besoin de faire ça, puis il est venu nous voir, et puis ceci, cela, blablabla. Donc tout simplement, vous allez raconter une belle histoire qui va être vachement plus sympa et qui va être beaucoup plus facile à mémoriser, puisque la personne va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'émotionnel, il y a du personnel, il y a des images qu'on peut véhiculer, il y a des sentiments que l'on peut mettre, et ça vraiment, ça a un impact très très fort sur la mémorisation. D'ailleurs, en fait, tout simplement, si vous voulez mémoriser plus facilement des noms de personnes et des choses comme ça, vous allez les associer à des images, à des noms de films, à des sentiments, etc., etc. Voilà. Donc, si vous avez par exemple un cas client, un témoignage client, racontez-le toujours sous forme d'un témoignage avec une histoire, plutôt qu'un témoignage classique. Voilà, la société bidule, elle est venue nous voir parce que elle avait besoin de mettre en place tel produit et on a mis en place en 3 semaines. Non, ça c'est vraiment nul à chier. Vous allez plutôt mettre un truc, voilà, il y avait tel client qui avait tel problème, blablabla. Enfin, vous voyez un petit peu le système d'histoire. Si vous ne savez pas ce que c'est, il y a plein d'articles sur le storytelling sur mon blog conseilmarketing.com. Voilà.
Le 17e astuce, 17e conseil, c'est associer l'achat à une bonne action. Par exemple, c'était pas plus tard que ce midi, je suis allé me prendre un petit sandwich à la sandwicherie Kaiser. Donc c'est une boulangerie plutôt haut de gamme. Et en fait, sur tous les sacs, quand on va chercher en fait un sandwich ou un menu, en fait, il y a indiqué vaincre, c'est tout simplement le lutte contre le cancer. Et en fait, ils disent, là, si vous faites un arrondi ou si vous donnez naturellement de l'argent, nous allons en fait faire un don pour le cancer. Alors bien sûr, c'est très très bien, sauf qu'en fait, à la caisse, ils proposent jamais d'arrondir, ils proposent jamais d'utiliser la monnaie pour cela. En fait, ils sont en train de se donner une très bonne conscience et de faire en sorte, ah oui, Kaiser, ils sont vraiment orientés, lutte contre le cancer, etc., etc. Alors qu'en fait, dans les faits, la personne qui est à la caisse, elle ne demande jamais. Alors bon, je vous dirais que on va pas jeter la pierre, c'est une bonne chose, Kaiser fait bien de faire ça parce que ils font de la communication. Je pense également, et c'est je pense qu'ils auraient dû obligatoirement faire, c'est dire voilà, on verse 1 centime pour chaque je sais pas euro de chiffre d'affaires réalisé pendant cette période-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a été beaucoup plus malin que de dire uniquement voilà, si vous faites de l'arrondi ou si vous donnez une pièce, en fait c'est versé. Là ça fait radin parce qu'on pense que cette boîte-là, elle n'a pas du tout investi 1 euro là-dessus. Alors qu'en fait, elle a fait de l'impression spécifique, etc. C'est d'argent qu'elle a dépensé. Mais bon, c'est quand même moins efficace de faire ce qu'ils ont fait que de faire ce que je disais, ou tout simplement, de toute manière, il y a d'argent qui est donné. Surtout en fait que parfois, ça peut être juste un petit pourcentage sur les ventes, ça peut être un don à partir de X euros de chiffre d'affaires, enfin bon, des trucs qui sont parfois pas chers et qui peuvent rapporter énormément à l'entreprise en termes d'image. Voilà. Alors l'application que vous pouvez faire, tout simplement, c'est organiser un jeu concours, une promotion, en associant une action caritative. Je vous donnerai en fait un exemple. J'ai lancé en fait les blogueurs ont du cœur 2 fois. C'est en fait une opération caritative qui a été lancée pour aider en fait des élèves en fait en Afrique à avoir des affaires scolaires. Et donc à chaque fois, ça m'a servi de support de communication. Après, ça m'a permis aussi également de favoriser mes produits, de me faire connaître, etc. et d'avoir du relais auprès d'autres blogueurs et des journalistes. Donc en fait, vraiment, on peut comme ça associer à la fois business et bons gestes caritatifs. Voilà. Alors, le secret 18, c'est le petit secret justement, tout simplement, c'est le principe, c'est de mettre dans la confidence le prospect afin de l'inciter à vous faire confiance. On le met en fait dans la connivence et on le chuchote à l'oreille, rien que pour vous, j'ai une petite offre. Et ça, en fait, c'est vrai que moi, naturellement, je le fais, et sans me rendre compte, quand je veux dire quelque chose, un petit secret à quelqu'un, je me rapproche, et je dis à l'oreille, hey, tu sais qu'il y a ceci, cela. Et en fait, les gens ont l'impression d'être dans la confidence, ils se disent, ah ouais, putain, il me dit quelque chose de particulier, et en fait, en étant comme ça un petit peu redevable, ils vont se dire, ouais, allez, c'est un truc rien que pour moi. C'est par exemple, je devrais pas vous le dire, mais bon, la promo, elle s'arrête ce soir. Ne le dites à personne, mais vous savez, il vaut mieux prendre plutôt celui-là. Il est un peu plus cher, mais au moins vous en aurez pour votre argent. Vous voyez, vous vous rapprochez un peu des gens, vous baissez le ton de la voix, et tac, la personne se dit, ah ouais, mais c'est un mec vachement sympa. Donc l'application, voilà, c'est cette fameuse promotion. Vous appelez vos prospects, et vous dites, allez, je devrais pas vous le dire, mais en fait on lance une nouvelle version du produit et on fait une réduction de stock. Là vous êtes les premiers à le savoir, je vous mets dans la confidence avant tout le monde, blablabla. Bon, vous voyez le truc. 19e sur 22, l'urgence. Alors vraiment, c'est basé sur vraiment un comportement humain. Un humain est toujours motivé par le fait de ne pas perdre quelque chose que de gagner quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui est important. Si vous dites à une personne, vous allez gagner ça, vous allez bénéficier de ça, la personne se dit ouais, bon, c'est de la prospective, ouais, puis gagner, bon, c'est peut-être pas forcément ce qui est important. Par contre, si vous lui dites waouh, attention, vous allez perdre de l'argent si vous ne faites pas ça tout de suite, vous allez vraiment avoir des ennuis, etc. etc. C'est comme si, par exemple, vous appeliez un de vos clients en plein milieu de la nuit, vous lui diriez bon, je préfère vous appeler parce qu'en fait, là, si vous appelez pas maintenant, vous allez perdre 10 000 euros sur votre compte en banque. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on passe cette opération tout de suite parce qu'autrement, vous risquez de perdre encore plus? La personne dira bon, allez, oui, merci de m'avoir appelé, c'est super sympa. Par contre, si vous l'appelez à 4 heures du matin, comme précédemment, et vous lui dites ah, j'ai peut-être une astuce qui va vous permettre de gagner 10 000 euros, la personne dira mais attendez, vous foutez de ma gueule, me réveillez pas à 5 heures du matin pour cette connerie-là, on se rappelle demain. Au revoir. Clac. Donc voilà, donc c'est pas du tout la même chose. Ce sentiment d'urgence, ce sentiment en fait de perdre quelque chose est très très important. Par exemple, en fait, lorsque vous faites une promotion d'un produit,
Moi, je conseille toujours de faire des promotions en W. Des promotions en W, c'est toujours une promotion avec une première promo, la fin de la promo, une annonce de la fin, ensuite une petite promo 2, une promo 3 et la vente du produit. Ça se retrouve beaucoup en fait dans le domaine du marketing. Lorsqu'on lance un produit, on va tout simplement proposer un tarif Early Bird. Un tarif Early Bird, c'est pour les gens qui précommandent le truc. Donc ils ont une super promo, mais ils sont pas sûrs d'avoir tout le produit. Ça sera peut-être un petit peu compliqué au début, blablabla. Mais en fait, les Early Birds, c'est les Early Adopters. C'est les gens en fait qui commencent en premier. Ensuite, vous faites une promo qui est un peu moins intéressante que la promo Early Birds. Mais par exemple, vous pouvez faire un autre produit, le même produit avec un bonus ou des facilités de paiement ou des choses comme ça. Après, vous pouvez même faire une promo numéro 2. Souvent, la promo numéro 2 consiste à supprimer une option. C'est-à-dire que vous allez dire, bon voilà, vous vouliez avoir le produit A, mais en fait c'était un peu trop cher. Ensuite, le produit A avec le bonus B, c'était peut-être trop cher pour vous. Maintenant, je vous propose le produit A, moins ça, moins ça, moins ça, et un prix qui est inférieur. Donc c'est à vous de commander. Et à la fin, bien entendu, vous avez la fin de la promo, de tous les promos, et bam, la personne, elle commande, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Donc les techniques, c'est maintenant ou jamais. La promotion n'est valable que sur le salon. Après, vous aurez des réductions 2 fois moins importantes, blablabla. Enfin, vous voyez le style. Donc l'application, c'est très simple. Lorsque vous faites une promotion, n'oubliez pas de programmer plusieurs séquences promotionnelles pour tout simplement jouer sur ces leviers de quantité limitée, etc. Si vous n'êtes pas persuadé, regardez un petit peu le bins que ça a fait, les promotions sur les boîtes de Nutella, je ne sais plus si c'était pas chez Intermarché ou Leclerc ou ne sais quoi, mais bon, c'était la foule, tout le monde s'est jeté pour attraper son pot de Nutella à 2 euros de moins, quoi, vous vous rendez compte. 20e, vous vous rendez compte surtout que si la personne n'a pas beaucoup d'argent, elle peut très bien prendre un pot de Nutella premier prix. Là, ils sont jetés dessus pour avoir le prix du Nutella au prix du premier prix et pour partir avec 4 pots. Enfin bon, c'est pour montrer que l'être humain peut vraiment faire n'importe quoi si on utilise les mêmes leviers. Alors, l'astuce numéro 20, c'est jouer sur la perception du prix. En fait, la perception du prix peut vraiment être manipulée. C'est comme si vous montrez en fait un graphique entre deux données. Si vous êtes plutôt bon en statistique, vous pouvez vraiment faire parler les chiffres et les rendre totalement indifférents, différents plutôt. Si vous choisissez des échelles différentes, des temps différents, etc., etc. Voilà. Donc bien entendu, dans les prix, il y a les prix psychologiques. Bon, par exemple, dans les prix, je crois que c'est moins de 50 euros, moins de 100 euros, il faut toujours avoir un prix qui finit par 9 qu'un prix qui finit par 10. Parce que 9 euros, c'est moins cher que 10 euros, ou 9,99 c'est moins cher que 10, etc. etc. Alors sachant qu'il ne faut pas non plus faire tout n'importe quoi. Par exemple, si vous mettez un prix à 9,99, parfois en fait les gens auront tendance à pas avoir confiance dans ce prix parce que 9,99 c'est 3 chiffres. Tandis que 10 euros, c'est 2 chiffres. Et parfois, en fait, mettre 3 chiffres au lieu de 2 chiffres, ça fait que les gens pensent que c'est plus cher. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Le 9,99 par rapport au 10, c'est pas forcément une bonne idée. Le 9 par rapport au 10, oui. Le 99 par rapport au 100, oui. Parce que là, vous avez 2 chiffres par rapport à 3 chiffres. Mais faites attention à ce niveau de précision. Donc par exemple aussi, je vous donne une anecdote, pendant pas mal d'années j'ai vendu des logiciels en cloud et en fait on avait des logiciels qui se vendaient à 300 euros à l'année, donc c'est 300 euros par utilisateur par an. Lors des présentations on est passé à dire bon voilà c'est 25 euros par mois et en fait ensuite on s'est dit mais non on va trouver encore mieux, on a dit ce produit c'est moins d'1 euro par jour. 1 euro par jour c'est même pas le prix d'un café. Alors me dites pas que vous pouvez pas offrir un bon outil pour vos commerciaux pour le prix d'un café. Voyez, donc en fait on fait à la fois une image, on va à la fois jouer sur le prix. Voilà. Donc la technique qu'on va appliquer à la vente, c'est simplement décomposer son prix. On va décomposer son prix, par exemple, si vous vendez une solution, vous allez dire, voilà, vous avez la mise en place initiale et vous avez l'abonnement. Et l'abonnement, ça vous coûtera que X euros par mois. Et vous aurez par contre des frais de setup, de mise en place qui sont très importants, mais concentrez-vous sur la partie abonnement. Et voilà. Ça, c'est une arnaque qui fonctionne vraiment bien. Un petit peu lié au c'est pas moi, c'est mon boss, c'est le good cop, bad cop. Alors c'est vraiment comme dans les films Miami Vice et compagnie, c'est le gentil commercial qui veut faire une remise, mais le patron qui veut pas. En fait, ça fonctionne vraiment dans le principe gentil flic, bad flic. En fait, c'est une technique qui était extrêmement utilisée dans les points de vente et en particulier chez les cuisinistes. Généralement, ils avaient une technique qui était simple. Ils vous invitaient à venir dans le point de vente en vous disant
disant monsieur, vous avez gagné un cadeau, venez le chercher dans notre point de vente, vous avez été tiré au sort. Et tout simplement la personne elle arrive là-bas et tout simplement il y a une personne qui dit bah attendez, avant de prendre un cadeau je vous présente un peu nos trucs et blablabla bla, 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 bla. Et en fait la personne est un peu ferrée parce qu'elle a reçu un cadeau, elle se sent un petit peu obligée d'écouter le discours et tout ça. Et parfois ils étaient assez bons et ils arrivaient à faire penser aux gens qu'ils avaient besoin de changer de cuisine. Et donc après, ils allaient jouer, bon voilà le prix, votre prix de votre cuisine c'est, enfin, par exemple 10 000 euros. Les personnes disent 10 000 euros, mais j'ai pas 10 000 euros à faire. Bon, allez, je vais voir mon boss, je vais voir si je peux faire quelque chose. Il va voir son boss, bien sûr, il fait juste discuter en disant tiens, j'ai 2 bons pigeons là, je suis en train de leur faire un truc, je vais essayer de voir si on peut faire le coup du good cop, bad cop. Et donc tout simplement, hop, il revient et dit bon, j'ai réussi à avoir un prix avec mon boss, au lieu de 10 000 euros, c'est 7 500 euros. Les gens disent ah non, mais 7 500, on peut pas, c'est pas possible. Bon, le commercial il repart, il dit bon allez, je vais vraiment faire mon maximum, mais je vous garantis pas. Et il retourne voir le boss et il dit bon allez, exceptionnellement après j'ai réussi à avoir encore une négociation à 7000 balles, mais je peux pas faire plus, j'ai vraiment fait le maxi, etc., etc. Et bien tout simplement vous êtes le boss souvent qui arrive, non mais qu'est-ce que tu fais, qui engueule le vendeur. Voilà, là c'est le moment où le manager ou le boss arrive et engueule le vendeur en lui disant hey, t'as encore raccordé une remise, c'est pas possible, on peut pas faire de remise comme ça, faut qu'on gagne de l'argent. Et bien entendu les clients qui sont à côté se disent oh le pauvre gars il se fait engueuler à cause de nous, ah il est vachement sympa, etc. Et bim, tout simplement ils se font arnaquer puis ils acceptent le prix. Voilà. Donc adapter à la vente en fait tout simplement c'est se défendre avec le fameux c'est pas moi qui fait ça, c'est mon boss qui est méchant, c'est lui qui m'incite à augmenter les prix, bla 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 bla. Voilà, le truc classique. Alors le dernier point que je voulais vous indiquer ici, c'est le principe de l'essai gratuit sans risque. En fait, tout simplement, l'essai gratuit, c'est un stratagème qui fait penser à la personne que de toute façon, c'est sans risque, il va pouvoir ramener le produit s'il n'est pas content, il est libre de revenir en arrière. Sauf qu'en fait, en France, ce qui n'est pas le cas dans certains pays, ce qui est vraiment le cas en France, une fois que les gens ont acheté un produit, qu'ils l'ont eu chez eux, qu'ils l'ont utilisé, ils ont des scrupules à le ramener. Parce que tout simplement, il y a un effort à ramener le produit, parce qu'il faut le prendre, il faut le réemballer, il faut aller dans la voiture, il faut ramener les trucs, etc. Et puis surtout, il y a le fait de se déjuger, où on a finalement dit oui, ok, d'accord, je suis d'accord d'essayer le produit, c'est vrai que ça a l'air pas mal, et finalement de revenir la queue entre les jambes, en disant bah non, c'est pas moi, c'est ma femme. Vous avez vu d'ailleurs la technique, c'est pas moi, c'est ma femme. C'est un petit peu la technique du boss qu'on a vu précédemment. Donc cette technique est utilisée vraiment tous les jours pour essayer des vêtements et imaginons que vous ayez besoin d'aller adopter un animal. Vous allez en fait dans une animalerie, vous allez à la SPA et les gens vont dire non, mais de toute façon vous pouvez l'essayer, enfin vous pouvez adopter l'animal pendant 2 semaines et si ça va pas, vous nous le ramenez, il n'y a pas de souci, sauf qu'en fait, voilà, c'est comme ça. Ou alors, si vous êtes en fait, vous voulez négocier un télétravail, vous voulez négocier par exemple un changement de job ou n'importe quoi, vous voulez essayer de négocier quelque chose de travail avec un boss, vous dites, attendez, mais on fait un essai pendant 1 semaine, et si ça marche pas, on revient en arrière. Il n'y a aucun risque. Et voilà, forcément la personne ne peut pas dire non. Voilà. Et surtout si vous dites mais oui, mais vous savez qu'il y a machin qui a fait ça et ça marche très bien. Voilà, vous lui donnez un exemple. Donc à la vente, comment on fait? Tout simplement on va appliquer les mêmes principes via l'offre d'essai, avec un produit avec une offre limitée, ça peut être un POC, ça peut être un prêt du produit, etc. Voilà, donc je vous ai montré en fait plus de 20 astuces et techniques qui vont pouvoir vous permettre d'améliorer votre pouvoir de persuasion. Alors si j'applique un peu tout ça, je pourrais vous dire, vous êtes libre ou pas de les appliquer lors de vos prochains rendez-vous, mais vraiment, vous seriez bête de ne pas le faire. Cependant, voilà, n'oubliez pas que toutes ces techniques doivent être utilisées, comme je le disais, vraiment en bienveillance, comme objectif d'aider le client et pas lui forcer la main. Et autre chose, il faut vraiment avoir confiance dans votre produit. Parce que si vous n'avez pas confiance dans votre produit, que vous pensez que c'est une arnaque, forcément ça se verra, ça transpirera et vos efforts de persuasion ne serviront à rien. C'est pour ça qu'il est important de convaincre vos prospects que le client va vraiment bénéficier de quelque chose. Il faut être sincère, il faut être passionné et pas être là uniquement pour vendre parce qu'autrement ça ne sera pas vrai, il y aura une dissonance. Voilà. Moi je dis toujours que la vente c'est comme une opération de séduction, on peut améliorer son look, mettre du parfum, de beaux vêtements, mais on ne peut pas non plus mentir éternellement. Si on ment sur quelque chose, ça peut marcher 1 fois ou 2, mais la vérité finit toujours par éclater et parfois ça peut être terrible. Voilà.
Et surtout, si le client après se rend compte de la supercherie après l'achat, par exemple en discutant avec d'autres clients, s'il se rend compte qu'il s'est fait avoir, il n'y a rien de pire, les gens qui achètent des vacances sur Internet et qui se rendent compte que le voisin d'à côté, il a payé 30% moins cher. Les gens, ils sont furieux, ils se diront, je me suis fait arnaquer alors qu'il a passé de bonnes vacances, qu'il s'est bien amusé, mais que l'autre là, il a payé 30% de moins. Il se dit, mais je me suis fait baiser, c'est pas possible. Et donc il faut surtout éviter ça parce que ça les ferait déceptifs et après la personne dira, plus jamais j'irai chez eux et plus jamais je commanderai en avance parce qu'à chaque fois c'est de l'arnaque. Voilà. Et enfin, s'il est déçu par le rapport qualité-prix, vous pouvez être certain qu'il va se retourner contre vous, il va vous retourner le produit, mais surtout il fera un bad buzz de malade et en fait il ira sur internet, c'est que des arnaqueurs. Voilà. Donc voilà. Il est essentiel d'avoir un minimum de déontologie à la fois personnelle sur la vente, mais également au niveau de l'entreprise, parce qu'autrement, comme je vous le disais, Robert Cialdini l'a prouvé par ses études, une entreprise qui arnaque les gens se fait toujours arnaquer aussi au final. Voilà, donc c'était 12 techniques, enfin 22 techniques de persuasion que vous pourrez retrouver sur le blog de Touch and Sell, donc touch comme toucher, tiret du 6, sell comme vendre, touch cell.com. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Bye bye.